Bonjour Daniel Lazenec. Bonjour Patrick Pouillet. Nous sommes le 19 octobre 2024 à Saint-Bressoux dans le Lot pour un stage de Veki Yoga et c'est l'occasion de te poser un certain nombre de questions puisque tu es le fondateur de cette forme de yoga. Tu es par ailleurs aussi maître zen et enseignant d'arts martiaux pacifiants. Et donc nous avons une série de questions qui nous a été transmises par des pratiquants, des personnes qui avaient des questions dans le domaine du yoga. Et donc c'est l'occasion de te les poser aujourd'hui. Alors. Et donc une première question, que signifie Veki Yoga? Il y a deux termes, un qui est connu, l'autre qui ne l'est pas. Veki, c'est l'espéranto, c'est un verbe infinitif qui signifie éveillé. Et yoga, la racine, c'est le mot joug. Le mot joug, c'est le joug pour les animaux lorsqu'ils étaient des animaux de trait. Il doit être encore des animaux de trait dans certains pays. C'est donc ce grand collier qui est là, qui s'appuie sur les épaules et qui permet de répartir la charge pour l'animal lorsqu'il traque une charrette, une charrue, etc. Donc c'est ce qui relie, c'est un lien entre la force de l'animal, on peut dire la chair de l'animal, la décision de tirer la charrue pour produire, travailler la terre pour produire ensuite, par exemple, des céréales qui serviront à nourrir les êtres. Donc ça c'est l'image du mot yoga. Donc finalement c'est éveiller, Veki, éveiller le lien pour permettre d'obtenir un jour de la nourriture parce qu'on a cultivé de la terre. En gros c'est ça. Donc c'est une association de deux termes qui, l'un vient de l'Asie, de l'Inde, et l'autre d'un pont linguistique qui s'appelle l'espéranto. Voilà. Le passé qui est encore présent et du contemporain par l'espéranto, Veki Yoga. Et du coup, ça amène à la deuxième question que nous avons. En quoi le Veki Yoga se différencie-t-il des autres formes de yoga? Alors, le Veki Yoga, c'est une discipline qui a été créée depuis 1969, ça fait maintenant presque 55 ans, que j'étudie par des techniques à la fois japonaises, indiennes et chinoises. Japonaises par les taïso, notamment l'aiki taïso, chinoise par la médecine chinoise, et shiatsu, les doïnes, etc., shiatsu. Bon, ça c'est la terminologie japonaise de ces techniques-là. Et puis le hatha yoga. Et au fur et à mesure, ceci s'est mélangé et sont apparues aussi des formes extrêmement précises de respiration qui, à ma connaissance, n'existaient pas. Et elles sont apparues à force de pratiquer fortement, profondément, sérieusement, comme des techniques respiratoires, par exemple, qui vont travailler dans 9 directions différentes. Donc tout l'être, à différents stades, plus ou moins profond vers le bas, plus ou moins haut vers le haut, et des différentes phases pour pouvoir travailler avec les gaz respiratoires. Donc ça c'est une grande différenciation, parce que c'est un travail extrêmement fin, extrêmement profond, qui demande une conscience au niveau neuromusculaire, respiratoire, extrêmement approfondie. Et puis la conscience aussi que cette première nourriture qui est la respiration, enfin cette première
action de nourriture qui est la respiration, elle se produit grâce au monde végétal, que ce soit les algues, que ce soit les arbres, l'herbe, enfin tout ce monde végétal qui produit l'oxygène dont nous avons besoin. Et nous, par nos expirations, c'est-à-dire notre plus besoin, nous produisons aussi du gaz carbonique. Et donc, quand on est dans un processus respiratoire et de conscience de cet échange, on s'inscrit dans le vivant. Et dans notre époque, on est de moins en moins inscrit dans le vivant. Donc c'est une donnée qui est importante dans le Veki Yoga, de s'inscrire dans ce vivant. Donc la respiration est vraiment un pilier central. La respiration est un pilier central, c'est juste. Cependant, elle est avec conscience. Elle est avec conscience du processus, elle est avec conscience des conséquences. Elle est avec conscience de notre intégration dans le monde du vivant. Il n'y a pas nous et la nature. Nous sommes partie prenante de tout ça. Ce qui fait que ça a des conséquences dans les actes de tous les jours, quoi. Alors il y a ça, il y a la prise de conscience de la force de gravité, donc il y a cette puissance qui fait qu'on est assis, qui nous tire vers le centre de la Terre. Il y a d'autres données comme on élargit la conscience de plus en plus dans la loi de cause à effet, dans l'interdépendance, avec la respiration on touche ça fortement, dans l'interaction, tout d'autres éléments qui nous permettent une évolution. On n'est pas simplement dans un processus travaillant sur l'échelle musculaire, travaillant sur les fascias, sur les articulations, sur les organes, travaillant physiologiquement. Et au final, ça produit une conscience que j'appelle conscience biologique, bioconscience, où notre être ne fait pas que penser mentalement par des concepts, des mémoires, des émotions, etc. Mais petit à petit, c'est cette bioconscience qui devient notre support de pensée. Voilà, un résumé de ce que peut représenter le Veki Yoga. Et donc, quels sont les bienfaits du Veki Yoga ? C'est complexe, c'est-à-dire dans le sens, c'est tellement vaste. Je vous ai parlé de respiration, donc dans le processus de respiration, on entend d'abord l'expiration, c'est-à-dire éliminer ce dont la production cellulaire, ce dont nous n'avons plus besoin. Et de l'offrir consciemment donc, au monde végétal. Éliminer ce dont nous n'avons plus besoin, ça veut dire qu'il y a un travail profond au niveau de la répartition des volumes gazeux dans le sang, donc dans les cellules, donc dans le fonctionnement cellulaire, donc dans l'élimination des rejets de fonctionnement, des déchets de fonctionnement cellulaire, donc dans le renouvellement cellulaire, etc. Donc c'est extrêmement vaste. Quand on travaille sur le massage des organes pour leur permettre un meilleur fonctionnement, quand on travaille sur le dénouement des tissus conjonctifs, les fascias, dans les chaînes musculaires, les articulations, biologiquement, c'est extrêmement vaste. Et psychiquement, je vais vous donner quelques aspects tout à l'heure. Ça veut dire que dans la pratique du Veki Yoga, on tient compte dans le vécu de tous ces aspects-là. Il y a conscience de ça. Voilà. Il y a conscience de ça. D'accord. Il y a conscience de ça. C'est comme une sorte d'objectif auto-éducatif. Bien. En quoi le Veki Yoga apporte-t-il des solutions de rééquilibrage ? Il y a plusieurs parties dans cette question. La première, nos traumatismes qui s'inscrivent dans nos êtres tout au long de notre existence peuvent-ils être nettoyés, entre guillemets, grâce à une pratique régulière du Veki Yoga ?
cette question, elle pose le fait que notre être, plein de nos mémoires, serait à nettoyer. On a comme idée, quand on nettoie quelque chose, c'est quelque chose est sale. Oui. Bon, je propose de ne pas fonctionner comme ça, de prendre les choses comme le processus naturel d'échange, d'impermanence, etc. Donc, par contre, qu'il y ait besoin consciemment d'accompagner le fonctionnement physiologique, ça me va bien dans la définition. On n'est pas dans le sale ou dans le propre, on est dans le fonctionnement physiologique et c'est naturel de pouvoir l'accompagner. On a, nous, humains, la possibilité d'agir dans ce domaine. Et ainsi, on permet d'avoir un fonctionnement beaucoup plus libre, aisé, fluide de notre être, avec cette conscience d'être très, très vivant et finalement de ne pas subir le vivant, mais d'être dedans et d'être acteur de notre propre existence en lien avec toutes les autres existences. Le Vekki Yoga apporte-t-il avec lui les promesses d'une vie meilleure, entre guillemets? Ah oui, c'est un peu une image, quoi. C'est un peu la suite de la précédente question. Ça veut dire que nous sommes l'héritage de toutes les informations jusqu'à ce moment-là et depuis la nuit des temps. Et dans les deux dernières questions-là, ça signifierait que peut-être que cet héritage-là n'est pas très heureux. Alors parfois il l'est, puis des fois il pourrait être autre, hein, sans dire heureux, pas autre. Et cet outil, cet ensemble, dans cette caisse à outils, il y a un ensemble d'outils larges qui vont, lorsqu'ils sont utilisés avec science pratiquement, hein, vont permettre de libérer telle partie qui serait un peu condensée en protection ou autre, et de faire en sorte que ça puisse s'ouvrir. Je dis que ça puisse s'ouvrir parce que lorsqu'on est dans une dynamique consciente, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, on crée les conditions pour que les outils puissent, lorsqu'ils sont utilisés correctement, apporter un changement, une évolution et une conscience supplémentaire. Si je mettais un parallèle, on se met dans certaines positions, on suit les positions, bon, comme ci, comme ça, bien, bon, mais sans cette dimension de conscience, on peut passer sa vie à faire des positions qui vont être sympas, faire du bien, etc. Mais on n'est pas dans ce processus vraiment d'être acteur de notre évolution. C'est la conscience qui crée ça. Et donc c'est cette bioconscience qui va nous permettre d'être acteur de ce vivant au sein du vivant. Sentiez-vous la différence? Finalement, c'est vraiment la conscience de ce qui est vécu qui va changer qualitativement ce qui est vécu et les effets du Vekki Yoga. C'est la conscience de ce qu'il y est à mettre en œuvre dans un cadre bien précis, avec une conscience la plus large, qui va mettre en mouvement les outils par un savoir-faire particulier, qui aboutiront tous ensemble à des conséquences.
Dans la question suivante, on a peut-être déjà une partie de la réponse. L'outil suffit-il à lui-même ou la dynamique de l'apprenant serait-elle aussi essentielle à la découverte des trésors de cette discipline? Bon, j'ai presque répondu. Ouais. Sans cette conscience active et très présente, les outils font tout à fait du bien, quoi. Mais on n'est pas dans un processus d'évolution. Vraiment. Comment lire notre progression, notre évolution au fil du temps et relier ces effets à la pratique du Vekki Yoga? C'est une question intéressante, on a parlé de tous les effets possibles, mais finalement, quand on pratique, qu'est-ce qui nous permet de vérifier si oui ou non on produit ces effets-là? Ah oui, c'est de mesurer s'il y a évolution ou pas. Encore une fois, c'est avec la conscience qu'on peut le mesurer. On peut mesurer dans la vie quotidienne, dans la manière de nous tenir, dans la manière de marcher, d'agir, quoi. Et si on garde la mémoire de ce que nous produisions dans des situations analogues, similaires, on peut mesurer ce que cette discipline a créé comme conséquence. Comme ça qu'on peut mesurer ça, bien sûr. Ça nous amène à la prochaine question. Le yoga a-t-il vraiment une influence sur notre santé? Et est-ce un objectif suffisant pour le pratiquer? Est-ce que finalement les conséquences de ça peuvent changer notre état de santé? Alors la santé, cette homéostasie, c'est pas simplement que le foie, l'estomac ou le cerveau fonctionnent bien, c'est tout un ensemble, et ça ne s'arrête pas, en tout cas dans ma conception, ça ne s'arrête pas à l'être. C'est l'être dans une société. La société est en plein déséquilibre, c'est difficile d'avoir une homéostasie individuelle, singulière. Donc, la santé, elle va prendre en compte le social, elle va prendre en compte l'individu, évidemment, mais c'est une... Et l'environnement, j'imagine? Et l'environnement, évidemment. C'est pour ça que je faisais ce geste-là, mais et l'environnement. Et là, il y aurait santé. Avant cela, eh bien, il y a ce travail qui est fait au niveau individuel, mais avec cette conscience, on ne s'arrête pas à ça, on élargit au maximum et on va participer au maximum dans les situations dans lesquelles nous sommes pour être acteur de cette évolution vers la santé globale. Donc, c'est pas fermé sur un individu, sur un autre individu, surtout pas. Oui, c'est pas focalisé là-dessus. Non. Dans quel autre domaine le yoga influe et en combien de temps? Bon, alors la notion du temps, chaque individu, pour chaque individu, ça peut changer. Même si chaque individu avait une conscience aiguë de tout ce que je viens de dire, on aurait des mesures d'évolution qui seraient différentes. Mais c'est pas important, ça. Ça voudrait dire que ça serait très différent pour chacun. Je pense, oui. Mais ça, c'est pas important. C'est pas important. L'important, c'est que quand c'est vécu comme ça, pas à pas, c'est ce qui se passe dans le pas, pendant le pas. Avant le pas, on va projeter, on fait un projet, on vit ce projet, et puis le pas s'achevant, un autre pas est en chemin. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Le reste, non, c'est pas important. Un peu comme dans la question précédente, finalement, c'est pas important de se focaliser là-dessus. Ou alors ça serait tellement réducteur. Parce que les gens se posent la question quand même, si je viens une fois par semaine à un cours de Vekki Yoga, en combien de temps j'en aurai des bénéfices? Alors ça aussi, lorsque par exemple on apprend à marcher, à être debout, à s'asseoir, à être assis, à s'allonger, à être allongé, à se lever, etc. C'est des petites choses qui font partie de cet enseignement. Mais ce sont des choses concrètes qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne.
Je veux dire que le Viki Yoga, c'est pas simplement dans une tenue créée pour l'aisance des positions, etc., dans une salle particulière, décorée comme ceci, pour que ça soit plaisant, propre, etc. Non. En tout lieu, on peut utiliser les outils. Certains outils pour certains lieux, certaines situations. Donc si quelqu'un venait simplement une fois par semaine et s'étudier avec les outils, c'est ça. C'est pas étudier les outils, hein, c'est s'étudier avec les outils. C'est très différent. Oui, c'est extrêmement différent. Et du savoir-faire qu'il a pour utiliser l'outil. Et même du savoir-être, pour savoir devenir finalement. Donc, lorsque une personne utilise les outils du lever au coucher, plus ou moins, peu importe, que ce soit 1 minute par jour ou plus, elle est tout le temps dans une démarche d'évolution. Et ça, c'est la proposition de cet enseignement. Le yoga n'est-il pas une mode éphémère comme tant d'autres? Bon, la notion de mode, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu commercial, qui répond à un besoin pour certaines personnes de caler avec un groupe, une identité, etc. On va changer de mode parce que tiens, hop, il y a les pantalons pattes d'éléphant, puis après il y a les pantalons slim, je crois. Bon, et ça change tout le temps, et hop, on a besoin de caler pour faire partie d'un groupe. On n'est pas dans ce plan-là du tout, pas un problème de mode. Pour cet enseignement-là. Maintenant, quand il y a mode, eh ben, un jour ça va être une mode qui vient de l'Inde, le lendemain ça va être une mode qui vient, je sais pas moi, des Aztèques, après ça va être les Inuits, après ça va être les gens d'Australie qui auront quelque chose, et puis ça va être monté en épingle parce que ça va correspondre à ceci, cela. Le commerce pense en route, des professeurs de ceci, cela vont se former, et puis ça va fonctionner pendant 5 ans, et hop, la mode change parce que l'être humain ne sait pas rester concentré du début de sa décision, pendant le projet qui devient vraiment l'action, jusqu'à la fin. Il passe du coq à l'âne en permanence. Et là-dedans, il y a une évolution pas à pas, mais en fait, il y a une dispersion plus ou moins. On voit beaucoup de propositions, de pratiques de yoga de toutes sortes aujourd'hui. Oui, mais pourquoi pas à la limite? Parce que l'évolution, c'est la diversification, c'est la diversité, et il peut y avoir innovation. Des choses qui n'ont peut-être jamais été trouvées, et qui à un moment donné dans l'histoire apparaissent. Il n'y a pas qu'une forme de yoga, il y en a plein. Hein. Raja Yoga, Bhakti Yoga, enfin, il y a plein de ces joutes-là pour que l'animal puisse tirer sa charrue et travailler la terre pour que les semis soient faits et que la nourriture soit au bout. Donc il y en a plein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est pas à rejeter non plus. Et donc, finalement, à qui s'adresse le yoga? Le public? Je ne voudrais pas parler de yoga, parce que c'est pas légitime, parce que je connais que certaines formes de Hatha Yoga, ça m'a été transmis par un prof de l'École nationale de yoga, il y a 50 ans, 40 ans, mais donc je ne suis pas légitime pour parler des yogas. Ce dont je peux parler, c'est du Viki Yoga. Donc si il a posé la question à tous nos Viki Yoga dedans, je vais bien essayer d'y répondre. Alors à qui pourrait s'adresser le Viki Yoga? Si les gens n'ont pas de grands handicaps, ça va s'adresser à des personnes
soit sont dans une démarche d'évolution et cherchent des outils et des savoir-faire pour cette démarche d'évolution, soit des gens qui ont fait des essais et qui s'y sentent bien, qui découvrent une sorte d'espace nouveau qui leur apporte des bénéfices. Voilà, si maintenant il y a des gens qui ont des handicaps, eh bien ça nécessite une adaptation des outils au handicap, et on peut trouver les mêmes deux cas de figure que ce que j'ai énoncé précédemment. Donc on peut adapter le Bekki Yoga à différents types de handicap. Pas tous non plus, hein, certainement, mais oui. Si on est déjà dans tout ce que j'ai dit précédemment, dans cette dynamique de conscience, oui. Dans une société déjà bien individualiste, le yoga ne rajoute-t-il pas une occasion de plus de se couper des autres? Non, je parle du Bekki Yoga, pas du yoga. Non, là justement, cet enseignement a bien identifié l'individualisme, l'égocentrisme, l'égoïsme. Il y a une grande attention à ça, pour essayer de ne pas produire ça. Être dans une dynamique de ne pas produire ça, de ne pas incarner ça, c'est-à-dire de mettre en œuvre ce genre de choses, qui est toujours un grand piège. J'ai parlé de la respiration avec la conscience que, eh bien, j'expire, c'est un cadeau en échange du cadeau que les végétaux ont fait pour que cette existence ait lieu. Et il y a déjà tout ça, plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque cette conscience-là est active, il n'y a pas, où se manifeste peu ces ismes dont on a parlé. Parce que la bioconscience, elle est là, et puis elle rappelle, bonhomme, bonne femme, tu marches à côté de tes chaussures là, parce que ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est le rappel de choses qui sont tellement simples qu'on apprend ça. On apprend ça en cours de sciences naturelles au collège ou au lycée. Tout le monde le sait. Mais très peu de gens l'actualisent. C'est une forme de cultiver cela, la conscience de ces paramètres. C'est cultiver, c'est-à-dire rendre concret dans le quotidien tous ces paramètres. Donc, pas d'être séparés. Et puis de toute façon, même si les gens pensent qu'ils sont séparés, il y a un problème, là. C'est un dysfonctionnement cognitif. Au Népal, j'ai constaté que le yoga était méditation et fortement lié à l'hindouisme. Quel rapport avec les différents yogas qui fleurissent depuis quelques années en Occident? Alors, je ne peux pas parler des différents yogas. Que l'origine soit dans l'hindouisme, de certaines formes de yoga, notamment du Hatha Yoga, qui est une des formes. Je vais garder cette lignée-là, du Hatha Yoga, et de l'hindouisme. Dans le Bekki Yoga, on n'aborde pas les traditions de cette manière-là, l'hindouisme, etc. Tout ceci est écarté, pas rejeté. On ne l'aborde pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'humain aujourd'hui, quelle conscience il a, comment il bouge, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il pourrait être dans cet ensemble d'être, dans cet environnement total. Voilà, donc on n'a pas de processus philosophique autre que ce pragmatisme-là. Et sur le côté de la méditation? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette méditation? Méditare, ça veut dire réfléchir profondément à un sujet. Alors il y a une position qui s'appelle Sido Lotusé, où on est assis,
dans une position la plus adaptée physiologique du tronc, avec les jambes plus ou moins croisées pour freiner un peu le sang vers les extrémités des membres inférieurs pour que le sang vienne plus au niveau du système central nerveux, et puis avec un processus respiratoire donné, avec une attention sur chaque organe sensoriel et leur conscience, et leur perception, leur sensation, et de se concentrer sur ces différents éléments que je viens de vous décrire rapidement. Mais il n'y a pas un processus de réflexion, de réflexion philosophique, il n'y a rien de tout ça. On est dans un processus, on pourrait dire physiologique. On a encore un développement de bioconscience, afin que les deux yeux perçoivent le moins pire possible l'environnement, les formes, les couleurs, les reliefs. Les deux oreilles perçoivent le plus de sons, silence, de rythme, etc. Pareil pour les narines, pour la peau, voilà. L'éducation à l'évolution de l'humain que nous sommes, avec aucun autre outil que ce que nous sommes. Dans la question suivante, quelle raison majeure me convaincrait de pratiquer le yoga? Quel type de yoga? Comment se retrouver dans cette panoplie plus ou moins exotique et fantaisiste? Alors bon, tu nous as dit que tu ne connais pas toutes les formes de yoga forcément, mais quels pourraient être les critères Les critères, c'est en fait, je vais consacrer du temps dans mon existence à une chose qui semble m'attirer. J'y réfléchis, je me déplace, j'observe, je ressens, j'expérimente, et peut-être que je vais trouver l'outil, la manière de faire, la manière d'être qui me convient. Donc voilà, chacune va faire son chemin de recherche. Par le mieux, c'est d'expérimenter et de voir ce qui convient ou pas. Ouais. Là, on rentre dans une autre série de questions un petit peu. Pourquoi parfois, dans une position, rien ne lâche, rien ne se détend, alors que d'autres fois, tout se libère? On rentre plus dans la pratique elle-même. Alors déjà, il y a un état de perception. Il y a un état le lien, justement, ce mot yoga, ce mot yoga, la perception de la région qui est mise en soit en mouvement, soit en extension, etc. Comment on le vit, comment on est unité avec ça. C'est-à-dire comment la conscience, avec la conscience biologique, ça fait dualiste, hein, mais je suis obligé d'utiliser des mots. Donc se mettre en unité, en processus d'amorisation, de contact profond, avec bienveillance et rigueur. Et quand on est comme ceci, allié avec le souffle qui va bien, etc., les positionnements de telle ou telle partie qui vont bien, eh bien, on perçoit que ce qui était tendu se détend. Il y a modification. Ce qui doit être actionné s'actionne mieux. En fait, c'est tout le système neuromusculaire aussi qui est plus actif. Comme si les impulsions chimiques et électriques dans le système nerveux allaient désactiver plutôt tel muscle, telle chaîne musculaire, travailler sur tel fascia, organes et autres, et puis ça prend sa forme. C'est quelque chose qui est très dynamique. C'est pour ça qu'on ne parle pas de posture en Reiki Yoga, on parle de position. C'est l'action, le fait de se poser.
Et donc c'est plus l'état d'esprit et l'ensemble de ce qui est mis en œuvre quand quelque chose est vécu, une position est vécue par exemple, qui va faire que des choses se libèrent ou non. Oui. Faut-il pratiquer tous les jours ou approfondir plutôt lors de stages? Ça rejoint un peu la notion de temps de tout à l'heure, combien de temps? Oui, parce que là, voilà, on est assis, il y a la bioconscience qui fonctionne, il y a le souffle qui fonctionne dans la bioconscience. Et ben voilà, on est en train de pratiquer, on se parle, on se regarde dans les yeux, on regarde pas nos chaussettes, on est en dynamique. Donc, première partie de la question. La deuxième, ça va dépendre de tellement de facteurs de chacun, nos capacités et ce qu'on crée comme disponibilité, le temps qu'on veut bien y consacrer, l'état d'esprit dedans, j'en ai déjà parlé. Et puis, quand on a soif, on va chercher une source pour boire. Quand on n'a pas soif, on n'a pas conscience d'aller chercher une source, à la limite. Voilà, donc si on a soif, on va boire justement, correctement et suffisamment. Et qu'est-ce qui pourrait différencier cette pratique et cette conscience dans la gestuelle quotidienne ou ce qu'on peut peut-être vivre lors d'un stage? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est un approfondissement? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans les conditions d'un stage par rapport à la dimension quotidienne? Ah oui, alors un stage c'est une période plus longue qu'une séance qui est consacrée à ça, dans un lieu qui a été organisé pour ça. Donc en fait les conditions sont rassemblées le plus possible pour que l'on puisse expérimenter cette bioconscience. Évidemment, quand on fait une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours de stage dans ces conditions-là, avec cet allant personnel, dans une équipe qui est aussi animée d'un allant individuel, mais finalement c'est une dynamique d'équipe, les constats d'évolution sont plus probants. Combien de temps consacrer au yoga pour en avoir des bénéfices dans nos vies? Bon, ça reprend un petit peu les choses qu'on a abordées avant. Lorsqu'une personne déjà découvre un fonctionnement, ne serait-ce que le fonctionnement diaphragmatique, même si le diaphragme était libéré et fonctionnait, mais le découvre, il en prend conscience et finalement commence par la conscience du fonctionnement, entre dans la dynamique du fonctionnement, ben voilà, il n'y a pas besoin de 50 millions d'années. Ça dépend de si on a soif ou si on n'a pas soif. Ou parfois peut-être une séance peut déjà changer des choses de nos vies. Même un morceau de séance, un morceau. On se tient assis ou on se tient debout, qu'on découvre le centre de gravité, les points d'appui sur le sol, la projection de ce centre de gravité sur le sol, le travail du positionnement de la région des reins, de la croix, au niveau de la colonne vertébrale, de la fontanelle, du regard, etc. Pour plein de gens, c'est une découverte. Dans la construction et dans la conscience. Il n'y a pas besoin d'être planté sur la tête, avec les pieds en l'air. Et donc une question assez formulée de manière très générale, mais finalement le yoga, à quoi ça sert? Alors, je ne parle que du Reiki Yoga, je vous ai donné quelques aspects, et ça nourrit la dynamique de l'évolution individuelle pour une part de cette évolution. Le Reiki Yoga fait partie d'un triptyque, au centre duquel il y a le Vekkijo Zen, qui est une forme de Zen, issue du Zen Soto, fait partie aussi de l'Aïkido-in, qui est une forme d'art martial issue de certaines formes d'Aïkido, mais qui est un art martial pacifiant. Tout ça, c'est la voie de l'être.
Donc c'est un des triptyques qui permet de travailler sur la bioconscience comme objectif majeur. D'accord. Y aurait-il un lien entre intuition, sixième science et bioconscience? Je crois que je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. La bioconscience permet une perception beaucoup plus fine de cette existence et de l'entourage de cette existence dans les situations. L'intuition, est-ce que c'est la perception de ce qui est en cours ou ce qui arriverait? Je ne dis pas que ce n'est pas en lien avec la bioconscience, mais je ne dis pas que ça ne l'est pas. Donc, parce que avant de pratiquer à cette haute dose, il y a 60 ans, j'avais déjà l'intuition de ceci qui s'est vérifié dans des situations. Donc je ne peux pas répondre de manière objective, je ne peux pas dire. C'est pas forcément ça qui la permet en tout cas. Ça existait déjà avant que ceci soit en route, au moins consciemment. Ça pose encore d'autres problèmes. Pourquoi on est? Je veux dire N-A-I, texte circonflexe. Du verbe naître. Du verbe naître, ouais. Qu'est-ce qu'on entend par être équilibré? Avec trois parties dans cette question: équilibre psychologique, équilibre du fonctionnement biologique, équilibre postural. Alors si on prend ces trois points d'appui, j'aurais tendance à dire, passons d'abord par la chair. Je dis la chair pour ne pas dire le corps, parce que là, c'est juste une image. À partir du développement de l'être, de la chair, l'être c'est plus vaste, mais bon, il faut trouver toujours des mots pour ne pas tomber dans le piège des phrases et des mots, c'est un peu compliqué. On passe par la chair pour toucher un peu plus la dimension psychique, et entre-temps on travaille sur les différentes forces par rapport à la force de gravité, qui fait qu'il y a un équilibre physique qui va s'instaurer dans des positions qui sont plutôt stables ou dans des positions qui changent tout le temps dans la mobilité, jusqu'à courir ou sauter, ou on ne sait trop quoi. Ça serait dans cette dynamique-là qu'il y aurait pour moi rapport d'évolution. La question suivante, c'est: y a-t-il une relation entre ces différents éléments? Je pense que la relation est. C'est différents aspects de l'être et... C'est ça, c'est différents aspects de l'être qui sont un être qui lui-même est composé de milliards de bactéries, et qui finalement, l'être en tant que tel, c'est un ensemble d'existences. Composé de plein de petits êtres, des bactéries, jusqu'à l'image que l'on ressent de notre être, ou que l'on voit des autres êtres, qui est une image sans cesse changeante, parce que c'est la permanence du vivant, la transformation incessante en interaction terrestre du vivant. Comme le Veki Yoga ne se réfère pas au yoga, est-il un yoga? Si on prend le sens du lien, les outils, la manière de les utiliser, c'est complètement un lien. Donc si on dit que yoga veut dire jung, veut dire lien, je reprends l'exemple de l'animal avec son harnais qui tire, etc.
Alors, oui, dans sa totalité, avec tout ce que je viens de dire. Oui, oui, bien sûr. Et puis on a encore une dernière question. Vous êtes le fondateur du Veki Yoga. N'est-ce pas prétentieux de créer un yoga? C'est une question d'actualité dans le monde que l'on traverse. Chaque génération, une nouvelle génération, vit un nouvel environnement, une nouvelle dynamique d'existence dans une civilisation donnée. Et chaque individu va plus ou moins chercher une modification, une évolution, quelque chose qui va faciliter ceci, approfondir cela, etc. C'est vrai pour tout le vivant, et particulièrement pour les Homo sapiens. Et en fait, ça s'inscrit dans cette dynamique-là, ni plus ni moins. Un jour, on est apprenti dans un métier, et on travaille les outils, on travaille la manière d'utiliser les outils, d'utiliser la matière sur lesquelles les outils vont agir, les outils vont agir, et un jour on sait faire ça, puis on dit tiens, si on poussait comme ça notre outil, ou si la matière on la mettait autrement, ou si je changeais de matière, et hop, il se passe une modification, une complexification du processus. C'est un processus d'innovation constante, parce que notre cerveau, il est fait comme ça. Donc, voilà, le Veki Yoga, ou pour le Veki Jozen, ou pour l'Aikido dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la même dynamique. C'est une dynamique absolument naturelle, au sens de la nature, est faite d'échanges permanents, de complexification permanente, de réponses permanentes à des situations changeantes, une adaptation qui crée une évolution, c'est la même chose. Donc l'individu qui crée ceci ou cela de différent de ce qui était avant, et il est seulement une pièce de tout ça, dans l'ensemble de tout ça. Donc, à la limite, bien sûr, il y a une sorte de création, mais sans tout ce qui s'était passé avant, tant tout ce qui se passe au moment où, autour d'elle ou autour de lui, cet individu ne créerait pas. C'était ensemble, c'est le vivant qui est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Donc on s'en moque, que ce soit un tel ou un tel ou une telle, qui a créé, entre guillemets, ceci ou cela. Donc, c'est vrai que dans notre société, on aime bien que les traditions, il faut les conserver, les traditions, machin. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais il y en a qui ne sont plus adaptés au moment présent. Et puis arrive une expérience, suite à une expérimentation, c'est-à-dire une conscience dans les expériences, vous comprenez? Et cette conscience dans l'expérience, eh bien, fait apparaître par une conjonction d'infos que si ce qu'on vient de trouver là, va changer quelque chose, va apporter quelque chose qui va être encore plus riche qu'avant. Pas riche au niveau financier, va amener d'autres aspects complémentaires ou différents. Et va accompagner l'évolution. C'est seulement ça qui se fait, et qui s'est fait. C'est pas le problème d'un bonhomme, quoi, ou d'une bonne femme, c'est pas sujet du tout, ça. C'est qu'on regarde comment le monde évolue, comment les êtres évoluent, et il se passe l'évolution, le point. Quoi. Et après, c'est transmis. Après ça continue. Voilà, exactement. Cette forme-là se transmet, puis dans 5 minutes, dans l'instant, dans 10 minutes, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un d'autre ou quelqu'une vont avoir une autre expérimentation, et puis dire, tiens, ça peut encore évoluer comme ça. Bien, question d'évolution. Tout ça a été beaucoup d'éléments de réponse.
Ces petites questions ont permis d'aborder beaucoup de sujets autour du yoga. Alors, en espérant que ça puisse amener des réponses à des gens qui se posaient toutes ces questions. Si les réponses conviennent déjà intellectuellement aux gens, ils peuvent être effectivement sur un chemin de recherche des outils et du savoir-faire. Par contre, si les réponses ne conviennent pas du tout, c'est pas faut aller sur d'autres chemins. C'est tellement varié. Un choix. Le principal, c'est, à mon sens, l'évolution au cœur de l'évolution du reste. Être acteur de l'existence, pas à pas, là où on est, tranquillement, mais consciemment. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci. C'était très sympa. Voilà. Bon stage, puisqu'il y a un stage qui... Eh oui, c'est le début du stage. Allez, voilà. Bon stage, le programme est bien oui. fourni. Merci beaucoup. Pareil pour les petites graines, les plantes qui s'adaptent. On les vont sécher, les graines vont tomber, la terre est prête pour ça. Et donc, entre les conditions de notre vie, chaque plante doit se reproduire pour pouvoir continuer dans son processus à la fois d'existence, d'évolution, de perpétuation de l'espèce, mais il n'y a jamais de fixation. On le voit même dans des dimensions beaucoup plus petites comme la bactérie ou le virus, il y a une évolution constante. Là, il y a l'évolution de l'être humain, on doit rester dans les vieilles traditions qui ne sont plus du tout appropriées à ce qui se passe. On sera en dehors de l'humain, c'est comme ça. L'évolution de la vie. En dehors de l'humain, c'est quand même dommage pour les êtres. C'est gaspiller cette existence qui est là. C'est dommage de gaspiller. C'est vrai.